Donc moi c'est Mathilde Van Ackere, j'ai 28 ans. Mes passe-temps, je dirais que j'aime bien tout ce qui est l'art, donc la peinture, j'aime bien quand j'ai le temps. Et sinon, comme j'habite juste à côté du bois de la Cambre, j'aime bien me promener, me balader quand j'ai le temps et quand il fait beau. Et sinon, le cinéma, je dirais. Mon poste actuel, donc je suis doctorante et assistante au Centre d'histoire du droit et d'anthropologie juridique à l'ULB. Donc j'ai commencé à Saint-Louis, j'ai fait mon bachelier donc 3 ans à Saint-Louis et j'aurais bien aimé continuer à Saint-Louis mais il n'y a pas de master. Donc en fait du coup j'avais le choix entre l'ULB ou l'UCL. Donc j'ai choisi l'ULB en fait premièrement c'était plus proche de chez moi parce que j'habitais en Flandre à l'époque. Et en fait j'avais un peu peur parce que Saint-Louis c'est une petite famille et l'ULB du coup ça me paraissait vraiment quelque chose de beaucoup plus gros. Et en fait, je me suis tout de suite bien sentie comme un poisson dans l'eau, on peut dire. Et donc, j'ai fait mon master ici. Et après ça, j'ai fait le master genre, qui est organisé par les 6 universités francophones de Belgique. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai entendu parler du poste qui se libérait donc, pour le doctorat et que je me suis en fait proposée. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Depuis toute petite, je voulais faire le droit, mais en fait, je voulais être avocate. Donc j'avais un peu une idée de justicière, de défendre. J'ai toujours eu un problème avec l'injustice, donc je pense que ça vient de là. Après, j'ai brièvement commencé le barreau pendant 2 mois, mais ça m'a vraiment pas. Je me suis pas sentie bien, je me suis pas plu. Donc du coup, c'est là que j'ai décidé de refaire un master complémentaire, histoire de me laisser le temps en fait, de trouver ce qui me correspondait le mieux. Je ne voulais pas faire un master de 2 ans en fait, parce que voilà, moi je voulais rentrer dans la vie professionnelle, sortir des études et me lancer. C'était un master en 1 an. Donc ça me plaisait. Et puis en plus de ça, c'est vrai que les questions de genre, ça m'a toujours beaucoup parlé, par exemple pendant les cours de droit de la famille et tout ça. Donc on voit quand même les historiques, par exemple le Code civil de 1804. On a des brefs historiques, mais on n'a pas toutes, c'est pas un cours d'histoire. Donc voilà, et le fait de creuser ça, en fait, ça ouvre les yeux sur pas mal de choses. Et en fait, j'ai appris énormément de choses que en 5 ans de droit, on m'avait jamais dites et des choses que j'imaginais même pas. Et c'est pour ça que maintenant, ma thèse, c'est un peu aussi dans la continuité, quoi. Alors mon sujet de thèse, donc le titre provisoire, c'est les violences intrafamiliales saisies par le droit et la justice dans la province du Brabant, donc les 2 Brabants qu'on connaît aujourd'hui, entre 1867 et 1914. Et donc en fait les violences intrafamiliales, c'est la famille donc au sens large, donc là, voilà, les pères, mères, enfants, mais aussi les ascendants, descendants, cousins, cousines, vraiment très large, les amants et les maîtresses aussi. Et c'est les violences, on va dire, physiques, donc ça peut être les homicides, tentatives d'homicide, coups et blessures, sexuelles aussi, donc viol, attentat à la pudeur, ou verbales, donc les menaces de mort. Et donc j'étudie ça à travers les archives, donc je vais voir les archives du tribunal correctionnel, cour d'appel, cour d'assises aussi pour les crimes. Et donc en fait je me plonge dans les archives et je vois ce qui en sort et ce que ça peut dire de l'époque. Moi ce que je trouve intéressant c'est que quand je parle de mon sujet avec voilà, les personnes en général qui n'ont pas forcément une connaissance approfondie du sujet, c'est qu'on pense qu'à l'époque c'était très peu puni. Alors qu'en fait, donc on part du principe qu'il y a une puissance maritale, une puissance paternelle qui est absolument toute puissante, comme le pater familias à l'époque romaine, mais ce n'est pas du tout le cas pour ma période. Donc effectivement, il y a ces autorités qui existent, ça c'est indéniable, dans une certaine mesure, mais c'est vrai que quand il y a des abus, c'est sanctionné. Maintenant, le gros souci, et je pense que c'est le souci qu'on voit encore maintenant, c'est le chiffre noir des violences. C'est-à-dire, en fait, toutes ces violences
que moi, je ne vais jamais retrouver dans mes dossiers parce qu'il n'y a pas eu de plainte, parce que ça a été classé sans suite, parce que ça a été réglé de manière extrajudiciaire. Et moi, ce que je constate de mes recherches, c'est que la plus grosse similarité, c'est justement ce chiffre noir. Je pense qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus, mais que c'est encore extrêmement sous-estimé. Et on me demande souvent, tiens, dans tes dossiers, c'est quelle classe sociale? Mais en fait, il y a toute classe sociale. Et de nos jours, je pense qu'on ne s'en rend pas compte non plus. On a l'impression que c'est toujours ailleurs ou dans d'autres familles ou dans d'autres classes sociales parce que certaines personnes seraient au-dessus de ça, mais pas du tout en fait. Et je pense qu'il y a énormément de ressemblances. Maintenant, évidemment, la manière dont c'est puni, la manière dont c'est jugé, les différences de traitement entre hommes et femmes, ça s'est évidemment estompé aussi. Mais il y a ces ressemblances-là. Je dirais que c'est après mon master de genre. En fait, à la fin, j'ai dû faire un mémoire de spécialisation et donc j'ai fait un mémoire en fait en histoire du droit finalement. Et j'avais jamais vraiment fait, l'histoire c'était nouveau pour moi. Et j'ai travaillé avec une historienne, donc Cécile van der Pelen, qui travaille à l'ULB, à la Maison des sciences humaines. Et c'est là en fait que je savais que l'histoire c'était une passion pour moi, mais ça m'a en fait développé, on va dire, un amour de cette question-là. Et c'est vrai que moi j'ai le sentiment que en fait, pour les historiens, on est plus des juristes et pour les juristes, on est plus des historiens. Et la méthode n'est pas du tout la même. Et c'est vrai que du coup, quand je participe à des séminaires où c'est entre juristes, parfois les sujets proposés, les discussions ne me parlent pas du tout. Et parfois, moi, je me remets en question sur mon travail parce que je me dis, mais en fait, je colle pas à ci, je colle pas à ça. Et du coup, je retourne voir mon comité d'accompagnement qui me dit, mais ne t'inquiète pas, en fait, ça te concerne pas. Et donc ça, c'est vrai que c'est un truc où moi, je me sens un peu, peut-être à la marge, pas complètement en dehors non plus, mais à la marge parce qu'il y a cette question de méthode. Et il y a 2 semaines, j'ai présenté ma thèse à la matinée du doctorat. Et un professeur m'a dit, mais en fait, à ce stade, tu es obligé d'avoir une question de recherche, alors que justement, je venais d'expliquer que nous, en tant qu'historiens, même du droit, on ne part pas avec une question de recherche. En fait, on va voir les archives, on voit ce qui émerge, et c'est comme ça que les questions viennent, mais on ne doit pas partir avec une idée préconçue de l'histoire. Et donc, c'est un peu compliqué d'expliquer ça à des juristes, et donc on se sent parfois un peu à la marge, au niveau de la méthode, quoi. Moi, je n'ai pas de formation d'historienne et quand j'ai présenté mon projet de recherche, mais justement, j'étais partie avec un plan, avec une structure, un truc, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fait, tout de suite, mon promoteur, donc Jérôme de Brouwer, m'a dit en fait, est-ce que tu as été voir les archives? Est-ce que tu sais seulement si pour cette période, elles ont été conservées? Et donc, en fait, là, c'est vrai que la première année, j'ai eu beaucoup de mal à changer ma méthode parce que c'est vraiment l'inverse. Donc ça a vraiment été un challenge pour moi, quoi. Comme je suis membre à temps plein du centre, j'ai une rémunération pour mon travail donc, de thèse, mais aussi les TP que je donne en histoire du droit et des institutions au bac 1. Et je donne 5 groupes de TP par an. Et c'est durant tout le second quadri en fait. Donc c'est ça mon financement. Mon centre, c'est le Centre d'histoire du droit et d'anthropologie juridique qui est dirigé par Barbara Truffin et Jérôme de Brouwer. Donc en fait, on est une petite équipe, on est 5-6 doctorants et donc on est dans la petite maison ici à côté de Solvay et c'est en fait le centre qui était géré à l'époque par Régine Bautier. Le but, c'est de travailler ensemble sur des questions d'histoire du droit et d'anthropologie du droit. On a plus d'historiens du droit, mais l'anthropologie du droit est aussi présente. Et ce qui est intéressant dans notre centre, c'est qu'on travaille tous plus ou moins sur la même, en tout cas pour les historiens, sur la même période, qui est la fin de siècle, on va dire. Et donc là, ça permet vraiment même si nos sujets ne sont absolument pas les mêmes, de travailler entre guillemets main dans la main, puisque l'histoire, c'est un contexte. Donc en fait, on s'éclaire les uns les autres et on a des discussions très riches. Donc je trouve que c'est ça vraiment la richesse de notre centre.
Les activités qui me plaisent beaucoup, c'est quand je commence un nouveau projet. Donc quand je peux commencer un nouvel article et que j'ai vraiment plein d'idées, que je déborde et que c'est vraiment le moment de faire toutes les recherches qui m'intéressent et de pouvoir, voilà, pendant une journée, lire sur un sujet, approfondir et voilà, créer un peu le squelette de l'article. Ça, c'est vraiment des choses qui m'intéressent énormément. Enfin, c'est un moment où je m'amuse beaucoup. Maintenant, les moments qui sont moins amusants, je dirais que c'est quand on s'empêtre. Donc quand on a travaillé peut-être trop longtemps ou qu'on s'est trop focalisé sur un point et il y a un moment où on est là, le nez sur la feuille et on voit plus très bien, on voit plus très clair, on se relit et puis on se remet en question. Finalement, est-ce que c'est un très bon truc ou est-ce que c'est très mauvais? On ne sait plus trop. Et donc je pense que c'est le moment où on s'acharne et il faut juste, voilà, là ça j'ai appris avec le temps. Il faut laisser couler, passer à autre chose, revenir et on voit beaucoup plus clairement. Moi j'ai beaucoup ça, tant que le truc n'est pas réglé, j'ai besoin de le régler. Mais en fait, voilà, il faut se laisser le temps, quoi. Entre ma thèse et les autres activités, donc je dirais l'enseignement, ça c'est assez bien réparti, je dirais, parce que j'ai la chance, on a la chance à l'ULB, en tout cas pour la faculté de droit et criminaux, je pense que c'est comme ça pour tout le monde, de choisir plus ou moins nos horaires de TP. Donc ça, j'essaye de caler mes 5 groupes sur maximum 2 jours. Comme ça, je le fais, je prends 2 jours de la semaine et après, j'essaye de me concentrer vraiment sur ma thèse. Donc ça, c'est assez bien réparti, même si je sais qu'il y a toujours des débordements parce qu'il y a la préparation des cours, après il y a la correction, il y a l'examen blanc qu'on fait en milieu d'année. Donc ça, c'est toutes des choses aussi qui prennent du temps, mais j'essaye vraiment de bien scinder ça. Et je sais que les jours où je donne cours, c'est des jours où je ne vais pas pouvoir avancer sur ma thèse parce que même après 4 heures de cours, en fait, ça demande vraiment c'est un peu sportif, quoi. Donc ça, c'est une première chose. J'essaye de bien délimiter les jours. Et par rapport à ma vie privée, je dirais que ça, c'est un peu plus compliqué parce que c'est vrai que ici j'ai mon bureau, mais je fais aussi beaucoup de télétravail parce que j'aime bien être dans ma bulle pour les recherches. Par exemple, quand je lis des archives que j'ai prises en photo, c'est parfois c'est les écritures de l'époque, donc je dois vraiment être concentrée parfois pour décrypter. Donc ça, j'aime bien être vraiment chez moi et tranquille pour le faire. Et c'est vrai que quand je suis lancée, je ne vois pas forcément la fin. Et donc, comme je ne vis pas seule, en fait, ça peut déborder. Mais ça, j'ai appris avec le temps à me dire « Ok, maintenant, c'est bon, on finit. » Mais je ne dis pas que c'est tout le temps. Je ne dis pas que j'arrive tout le temps à me mettre la limite. Mais j'essaye de plus en plus de ne pas déborder. Mais c'est vrai que c'est impossible de ne pas passer un week-end ou une soirée dessus parce que parfois, on est dedans. Et voilà, voilà, c'est comme ça, quoi. Après, j'aimerais bien faire un post-doctorat, donc peut-être à l'étranger, peut-être à Paris, voilà, un peu voir pour faire peut-être des comparaisons aussi France-Belgique. Je pense que ça peut être assez intéressant. Et après, j'aimerais bien rester dans la recherche. Je sais que j'ai pas exclu le métier d'avocat. J'exclus pas d'autres métiers. Il y a la magistrature aussi qui me plaît beaucoup, le métier de juge d'instruction qui me parle aussi beaucoup puisque je suis beaucoup dans le pénal, forcément. Mais pour l'instant, je me vois vraiment rester dans la recherche et dans l'enseignement. J'aimerais vraiment pouvoir continuer à donner des TP et pourquoi pas avoir une charge de cours, peut-être sur des questions justement, par exemple en droit de la famille. Je sais que dans le cours de droit de la famille, on ne voit pas vraiment cet historique approfondie et moi je trouve que c'est vraiment indispensable pour comprendre d'où viennent nos règles aujourd'hui parce qu'il y a encore actuellement il y a le code des femmes qui est sorti qui montre en fait toutes les règles de droit qui sont encore très inégalitaires aujourd'hui et ça je trouve que c'est important en droit, pas que dans un master de spécialisation en genre mais en droit d'avoir un cours là-dessus. Donc ça m'intéresserait de pouvoir enseigner dans ce domaine, quoi.